contexte que Carrel a décrit, comme il a dit, où on a une densité de forces aériennes, de pays divers, qui ne se coordonnent pas forcément tous entre eux. En tout cas, la coalition américaine ne se coordonne pas avec la coalition menée par les Russes, qui comprend la Syrie, l'Iran et l'Irak. Rappelez que ces quatre pays-là, Russie, Iran, Irak et Syrie, ont établi à Bagdad donc, un centre de commandement militaire et de coordination donc, par rapport à leurs actions. Mais donc c'est un foyer qui pourrait être très dangereux. Alors, ce n'est pas le seul. Puisque, bon, on n'en parle plus beaucoup en ce moment, mais il y a toujours une guerre civile en Ukraine, avec un cessez-le-feu qui tient très difficilement. Et donc, qui tient très difficilement. Donc, toute la région, on a dit, de la Syrie, de l'Irak, il y a la présence du bouclier antimissile américain en Europe. Qui initialement, selon les arguments américains, était créé pour se protéger d'un Iran qui posséderait une arme nucléaire. Depuis les accords qui ont été passés avec l'Iran là-dessus, la Russie, à plusieurs reprises, a interrogé ses partenaires américains en leur demandant pourquoi continuer le déploiement de ce bouclier antimissile s'il y a un accord sur l'Iran, le nucléaire iranien. Ce qui confirme ce que les Russes savaient déjà, c'est que ce système-là les vise particulièrement. Il y a aussi toute la région, on va dire, asiatique, où on a une politique pareille pour contenir l'expansion de la Chine, avec donc ce qu'on appelle la stratégie du pivot asiatique, et où on a donc un accroissement de la présence militaire américaine autour de la Chine. Et récemment, il y a eu un épisode là aussi qui aurait pu être très dangereux, puisque des navires américains sont rentrés dans des eaux que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, donc autour des îles ici. Donc voilà, c'est toute une série de situations, de contextes qui, que l'a dit Carrel, un incident peut très vite arriver, être mal interprété et, comme il l'a dit, la frappe nucléaire peut être lancée très très rapidement. Et donc c'est pour ça que Agora Erasmus, on a lancé donc au mois de septembre notre pétition, une pétition très simple qui disait simplement que la Belgique doit dire 3 fois non aux armes nucléaires. D'abord non à la modernisation de ces armes, je reviendrai là-dessus, qui sont contraires aux déclarations du gouvernement, aux résolutions parlementaires en faveur du désarmement nucléaire et qui devraient viser à réduire les tensions internationales. Non à la présence d'armes nucléaires sur le sol belge, qui sont contraires à la volonté d'une majorité de Belges et qui est aussi en contravention complète avec les accords internationaux que la Belgique a pris, en particulier le traité de non-prolifération nucléaire. Et troisième non à l'achat forcé des avions chasseurs bombardiers F-35 qui seraient donc chargés de larguer ces armes nucléaires modernisées. Et donc cette pétition a eu énormément d'écho, aussi bien au niveau d'un certain nombre de personnalités politiques, des élus fédéraux, régionaux, locaux, socialistes, écolos principalement, qui ont signé cette pétition, plus des personnalités d'organisations de mouvements pour la paix, comme par exemple Ludo de Brabander, porte-parole de Vrai 2, ou encore Luc Barbet, qui a écrit le livre La Belgique et la bombe. Et on a eu ensuite une centaine d'autres signataires qui se sont rajoutés à ça. Et donc ça a eu beaucoup d'écho parce que je pense qu'il y a le contexte qui veut ça et
le fait qu'il y a cette pression, en tout cas qui est exercée sur la Belgique, par rapport d'un côté aux armes nucléaires et par rapport au F-35, ce que je vais un peu plus détailler. Alors, déjà, sur ces nouvelles armes nucléaires. Donc, il y a à peu près 180 armes nucléaires américaines qui sont des bombes B-61 en Europe. Ils sont répartis en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Turquie. Et une vingtaine donc en Belgique sur la base de Kleine-Brogel. Depuis quelques années, donc les États-Unis ont lancé un processus de modernisation de leurs armes nucléaires, dont, pour n'en avoir plus qu'une seule version, qui est appelée la B-61-12. Alors, quelle est la différence avec ses prédécessrices? Il y a d'abord la question du guidage. L'aile, enfin la queue pardon, du missile a été modifiée afin d'augmenter fortement la précision de ces armes nucléaires. Il y a aussi le fait que, contrairement aux anciennes versions où on allait plutôt vers des armes nucléaires de l'ordre du mégatonne, c'est-à-dire avec une puissance dévastatrice très importante, ici, ces armes pourront moduler une puissance de l'ordre d'une dizaine de kilotonnes, c'est à peu près l'équivalent de la bombe d'Hiroshima, à 150 kilotonnes. Donc ici, on est plus dans l'idée de frappe limitée. Donc, et là où ça pose problème, c'est que on rentre dans un contexte complètement différent. Pendant la guerre froide, c'était la doctrine de la dissuasion. Américains et Russes, nous avons un énorme arsenal nucléaire et nous savons que si nous l'utilisons, ce sera une guerre thermonucléaire globale avec un risque d'extinction. Et donc, c'était plus au niveau militaire, d'un point de vue stratégique, avoir une dissuasion globale. Ici, avec ces nouvelles armes, parce que ce sont de nouvelles armes nucléaires, donc là aussi il y a un problème par rapport aux différents traités dans lesquels les États-Unis sont engagés. Donc, au lieu de... Enfin, on passe d'armes de dissuasion stratégique où l'idée c'est de ne pas les utiliser, où là on arrive à des armes qu'on va considérer comme utilisables. On peut envisager l'utiliser et dans des contextes plus tactiques sur des théâtres d'opérations militaires limités. Et donc c'est là une des choses qui inquiète énormément d'experts, c'est ce basculement vers des armes stratégiques à des armes tactiques qu'on envisagerait d'utiliser à un moment donné. Alors, il n'y a pas qu'en Belgique que cette question de la modernisation des armes nucléaires fait débat. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, la chaîne de télévision allemande ZDF, donc, qui a produit une émission sur le sujet, et donc il soulève par exemple la question de ce qu'on appelle la doctrine du partage nucléaire, c'est-à-dire que dans le cas de l'Allemagne, ce sont des chasseurs bombardiers Tornado de l'aviation allemande, pilotés par des Allemands, qui seraient chargés de larguer des bombes nucléaires américaines. Et alors, par exemple, dans ce même reportage, ils avaient interviewé un militant pacifiste donc, près de la base de Büchel, qui est une des bases où sont stockées donc, les armes en Allemagne, qui dit « On aurait pu penser que les vieilles bombes B-61 n'auraient jamais été larguées, car elles devaient agir comme simple élément de dissuasion. Mais les nouvelles armes, telles qu'elles sont conçues, ont pour vocation à être utilisées. Et ceci, pour moi, rend le danger d'une guerre nucléaire encore plus grand. » Plus loin, vous avez la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria
Zakharova qui déclare « Nous sommes préoccupés par le fait que les États, dans ce cas-ci l'Allemagne, qui ne possèdent pas d'armes nucléaires, puissent s'entraîner pour l'usage de telles armes, et ceci dans le cadre de la pratique de l'OTAN baptisée partage nucléaire. Ceci étant une violation des articles 1 et 2 du traité de non-prolifération. » Donc voilà. Alors en Belgique, bon, officiellement, il n'y a pas d'armes nucléaires en Belgique. Le gouvernement belge aucun des gouvernements belges n'a reconnu la présence de ces armes-là. Il y avait d'ailleurs Hans Christensen, un expert de la Fédération des scientifiques américains, qui dit d'ailleurs que probablement seul le ministre de la Défense, le Premier ministre sont informés du nombre exact d'armes nucléaires qu'il y aurait sur le territoire belge. Et donc, comme je disais, c'est en violation, simplement le fait que ces armes-là soient sur le territoire de la Belgique, sur des bases militaires belges, qui seraient censées être opérées et larguées par des avions possédés par la Belgique et pilotés par des Belges, est en intervention donc, avec l'article 1 et 2 Alors, bien entendu, il y a une pression qui est exercée. Il y a eu, je crois que c'était courant octobre déjà, la société Lockheed qui a fait un exercice de lobbying auprès de différentes sociétés belges spécialisées dans l'aéronautique, essayant de les appâter avec de possibles contrats futurs, par exemple dans le cadre de la fabrication des F-35, afin que ces entreprises fassent pression sur le gouvernement belge pour qu'il choisisse donc les F-35. Et récemment, c'est carrément l'ambassadrice américaine à Bruxelles qui a fait une tribune libre. C'était dans la Libre Belgique. Le titre fait rare, l'ambassadrice des États-Unis s'immisce dans la politique belge. Et ce qu'elle demande, c'est tout simple, que la Belgique respecte ses engagements en tant que membre de l'OTAN, qui est de dépenser 2% de son PIB à l'équipement militaire, sachant que la Belgique actuellement ne dépense que 0,9%. Pourquoi ? Parce qu'il va bien falloir pouvoir les acheter aussi, ces F-35. Il faut savoir que ces avions coûtent environ, on estime, à 120 millions de pièces. On parle que la Belgique en achèterait une quarantaine. Ça fait un budget de presque 5 milliards. C'est 2 fois le budget de la défense belge. Bon. Donc, ça pose déjà une question. Est-ce qu'on veut juste que la défense belge soit une aviation sous stéroïdes qui ne puisse servir qu'à larguer des bombes nucléaires? Qu'en est-il de la marine, de la médecine militaire, de l'armée de terre, du génie civil, etc. etc. Donc ça pose toutes ces questions. Et puis, il y a aussi tout un débat autour de ces F-35. Est-ce que ce super chasseur-bombardier moderne est vraiment si bien que ça? Et là, il y a quand même aussi un certain nombre de problèmes, en dehors simplement de son coût. Et c'est un problème de ce que j'ai lu qui est typique du complexe militaro-industriel américain. Déjà ici, donc ils ont voulu, donc l'idée du F-35 c'est de pouvoir remplacer en particulier le F-16, mais c'est un avion qui doit pouvoir répondre aux besoins de l'Air Force américaine, de la marine américaine et de l'armée de terre américaine. Alors, ça en fait peut-être un super couteau suisse, mais bon,
un couteau suisse a quand même ses limites. Et le problème, c'est que à vouloir faire un avion aussi complexe et qui doit pouvoir agir dans des environnements complètement différents, dans des types de tactiques militaires complètement différents, en fait que finalement, il peut tout faire, mais il est moyen dans tout. Par exemple, il y a eu un test qui a été effectué d'un combat face à face entre F-35 et F-16. Le F-35 s'est fait laminer parce qu'il n'a pas la vitesse, la réaction, la capacité de virage que le F-16 en a, en particulier par exemple parce que ses ailes sont beaucoup plus courtes. Il y a tout un tas aussi de problèmes liés à son moteur qui ont dû être résolus. Alors il a une mitrailleuse gros calibre qui peut tirer, je crois, plusieurs dizaines de munitions à la seconde, sauf qu'il est limité à quelques centaines de munitions qu'il peut transporter. Bon. Enfin voilà, je ne vais pas faire le tour de tout ce qu'on peut lui reprocher. Je me limiterai simplement par le commentaire que Pierre Sprey, qui est un des co-concepteurs du F-16, a dit. Pour lui, c'est une dinde. Elle vole, mais c'est une dinde. Voilà. Et ce F-35, c'est un peu comme Goldman Sachs ou JP Morgan. C'est un too big to fail. Le problème, c'est qu'ils ont déjà investi des centaines de milliards dans ce projet-là. Et donc, la difficulté, c'est de reconnaître qu'il faille abandonner le projet. Voilà. Parce que pour le sauver, il faut que les gens l'achètent. Oui. Donc il est bon. Alors, pourquoi la Belgique s'est lancée dans cette idée de vouloir acheter ces F-35 ? Ben, ça date de 2014. Peter de Crème était à l'époque ministre de la Défense et candidat au poste de secrétaire général de l'OTAN. Je suppose qu'il a voulu se faire bien voir de la part de ses parrains, je ne sais pas. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là que l'idée est apparue. Mais bon, il y a quand même depuis un certain temps une opposition en Belgique. Je citerai par exemple le député Esper van der Manen qui dit que moderniser les bombes tactiques qui sont à Bruegel, comme on l'a décidé les États-Unis, risque d'être une invitation faite aux Russes pour qu'ils modernisent à leur tour leur arsenal tactique. Il faut savoir que les Russes, depuis la chute de l'Union soviétique, ont quasiment réduit à zéro leur arsenal nucléaire tactique. Ils ne conservent quasiment plus que des armes nucléaires stratégiques. Cela relancerait la course à l'armement, alors que depuis des années, la tendance est au désarmement. Or, le désarmement, c'est la politique officielle de notre gouvernement. L'accord du gouvernement prévoit que la Belgique va se joindre aux efforts de ceux qui veulent diminuer la présence de l'arme nucléaire sur la planète. Accepter la modernisation des armes stationnées chez nous, c'est contraire à cet accord de gouvernement. Et alors, la députée Groen Wouter de Vriend qui dit, par rapport donc, à cette défense, à cette aviation sous théorie dont je parlais, est-ce la défense que nous souhaitons? Une défense autour d'une aviation musclée à l'américaine qu'on déploie en première ligne dans une guerre et capable d'intervenir le cas échéant dans une guerre nucléaire. Donc voilà, il y a ce débat qui est actuellement en Belgique, mais quand on a voulu lancer cette pétition, c'était en septembre, la rentrée parlementaire n'était pas encore là, et on s'était dit que c'était un bon moment pour occuper le vide politique qu'il y avait à ce moment-là, et surtout qu'on trouvait étrange, alors que bon, on s'approche de plus en plus de l'échéance par rapport au choix, par exemple, du F-35, un silence assez surprenant de la part des différents mouvements pour la paix qui ont pu, à d'autres moments, se manifester. Voilà, donc ça c'est un des choix que la Belgique peut faire. Est-ce qu'elle veut continuer dans cette direction-là? Bon, comme
car elle l'a rappelé, la Belgique est membre de l'OTAN, le siège de l'OTAN se trouve ici, pas très loin. Mais j'ai envie de dire, surtout quand on vous, depuis ce qui s'est passé avec l'avion russe abattu par la Turquie, est-ce qu'on a toujours envie d'être membre d'une association, d'une alliance? Au moins, tant que, si la Turquie en fait toujours partie, est-ce qu'on veut nous aussi continuer à faire partie de cette alliance? Parce que de par cette alliance, on pourrait très vite se retrouver dans un conflit militaire qui n'a absolument rien à voir avec les intérêts de la Belgique et avec la sécurité de la Belgique. Et donc, l'alternative, c'est ce que Karel évoquait, c'est la dynamique des BRICS, c'est-à-dire du Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et en particulier la politique lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping de la nouvelle route de la soie, qui est même maintenant devenue la politique de la ceinture et de la route de la soie. Alors, je vais accélérer. Bon, rapidement, donc voilà, les pays des BRICS sont vert foncé. Il y a un certain nombre de pays alliés à cette dynamique. Alors, la nouvelle route de la soie, ici, donc vous voyez, comme je le disais, donc c'est pas seulement, il y a la route, où vous avez donc par exemple ces différents trajets qui relient la Chine à l'ouest de l'Europe, en passant soit par l'Iran, la Turquie, soit plus au nord, ici, et aussi avec donc la partie maritime de la route de la soie, qui inclut donc le canal de Suez, dont depuis cet été la capacité fluviale a été doublée en un an. Le projet a pris un an à être réalisé. Alors je voulais quand même aussi dire quelques mots par rapport au rôle que notre mouvement au niveau international a joué aussi par rapport à ces politiques. Parce qu'il faut savoir que dès la fin des années 80, début des années 90, notre organisation a proposé d'abord le pont terrestre asiatique, qui est ensuite devenu le pont terrestre. En 96, Helga Zepp-Larouche, la fondatrice et présidente de l'Institut Schiller, donc est allée en Chine et a eu une première occasion donc de présenter ces différents projets. Et il faut savoir que depuis donc l'annonce en 2013 au Kazakhstan de l'initiative de la nouvelle route de la soie, Madame Zepp-Larouche a eu l'occasion de faire plusieurs séjours en Chine, où elle a pu de nouveau donc, intervenir soit lors de colloques, de conférences ou d'émissions de télévision, pouvoir continuer de développer cette politique. Et elle est accueillie et reconnue en Chine comme étant la dame de la route de la soie. Voilà, donc, la route de la soie annoncée en 2013. En 2014, il y a le sommet des BRICS de Fortaleza, où est lancée la nouvelle banque de développement. Un peu plus tard est annoncé le lancement de la Banque asiatique d'investissement dans l'infrastructure, qui comprend maintenant une soixantaine de membres fondateurs, des pays asiatiques bien entendu, mais aussi des pays européens comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie. D'ailleurs, à l'époque, nous avions lancé un appel au gouvernement belge pour qu'il devienne membre fondateur. Bon, maintenant, ça n'est plus possible, mais il pourra toujours devenir membre ordinaire. Et je pense qu'il y a un intérêt dans ce sens-là. Et justement, donc, en quoi cette route de la soie pourrait intéresser la Belgique?
Déjà, la Chine est intéressée dans le rôle que la Belgique peut jouer sur cette nouvelle route de la soie, en particulier intéressée par le port d'Anvers, qui est le deuxième plus grand d'Europe. Et il faut savoir que la Belgique a l'ancienne et de très bonnes relations générales, économiques ou culturelles avec la Chine. La ville d'Anvers est jumelée depuis 30 ans avec Shanghai, par exemple. Il y a énormément de formations. Il y a eu, je crois, 3800 Chinois qui ont été formés dans le port d'Anvers. Disons que le port d'Anvers et la Belgique en général sont très bien connus dans un certain nombre de villes chinoises portuaires en particulier. Il y a eu donc en juin 2015 la visite royale du roi Philippe et de la reine Mathilde en Chine, avec une très grande délégation du gouvernement fédéral, de représentants des régions, chefs d'entreprise et des universitaires. Il y a eu toute une série d'accords économiques dans le domaine aérospatial, nucléaire ou autre, dans le domaine de la recherche et dans le domaine d'échanges culturels ou universitaires. En juillet 2015, l'autorité du port d'Anvers a lancé une task force pour la ceinture et la route de la soie. Et donc il y a un intérêt très grand au niveau du port d'Anvers par rapport à ça. Et juste, alors je terminerai avec ça. Peu de temps après ça, ils ont lancé ils avaient organisé. Bon, il faut savoir que Anvers, vous voyez cette zone-là, ça correspond à deux choses. C'est la zone géographique en Europe qui a la plus grande densité de population, et c'est aussi la zone où il y a la plus grande densité d'emplois industriels. Et donc Anvers se retrouve dans cette zone-là. Donc c'est stratégiquement placé par rapport à l'Europe du Nord-Ouest. Et donc, ici il y a ce dessin où un cargo arrive et demande où est-ce que je le mets, sur le rail, sur la route, sur une péniche, sur une barge, et l'autre lui répond attendez une seconde, je vais vérifier l'interconnectivité. Et c'est vrai qu'Anvers a aussi est reconnu pour ça, pour ces capacités d'interconnectivité et de logistique d'un port important. Et il y a une volonté aussi de pouvoir encore mieux interconnecter, en particulier pouvoir relier par une ligne de fret directe le port d'Anvers avec le port de Duisburg en Allemagne dans la Ruhr, qui est le port intérieur en Europe le plus important. Voilà. Différents projets à long terme donc, de développement pour le port. Je veux juste dire une chose. Mm-hmm. Le terrain, c'est le plus grand terrain d'un port du monde. Entre la ville, là, la frontière, vous avez 60 km déjà. Pour l'instant, tout le port est sur la rive droite. Là, et on peut faire le même, c'est le deuxième port d'Europe, on peut le doubler en faisant la même chose sur la rive gauche. Et quel est le premier? Rotterdam, parce que ça comprend le marché spot du pétrole. Donc ça dépend aussi si on raisonne en dur ou si on raisonne en numéraire. Deux autres intérêts, juste pour terminer, par rapport au développement d'Anvers, c'est le fait que ça a une très bonne connectivité avec l'Afrique.
et aussi dans le cadre du développement du projet du canal Seine-Nord, sa place Anvers aussi en bonne position pour le sud de l'Europe. Voilà, ben, je vais conclure ici et vite passer la parole à Christine.